Bienvenue dans Les Vrais Voix, on est ravis de vous accueillir pour ce début de semaine. 0826 300 300, vous nous appelez bien entendu si vous voulez réagir. Avec autour de cette magnifique table, nous avons Philippe Bilger qui est avec nous, Françoise Degois, Emmanuel Abramovitch, porte-parole du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, et avec Philippe David, on vous souhaite la bienvenue. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Emmanuel Macron veut organiser la défense européenne. Notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant. Emmanuel Macron reçoit les chefs d'État allemands, britanniques, italiens, polonais, espagnols, néerlandais et danois. Une réunion qui semble être une réponse directe aux propos du vice-président des États-Unis. L'administration Trump est très préoccupée par la sécurité européenne. Nous pensons qu'il est important que dans les années à venir, l'Europe intensifie sa propre défense. Alors pourquoi ne pas faire avec la défense ce que l'on a déjà fait avec l'agriculture ou la pêche? Pourquoi ne pas mettre en commun nos ressources militaires? Une Europe de la défense? Et pourquoi pas une armée européenne? Et la France qui réunit en ce moment même une dizaine de dirigeants européens de l'OTAN aussi à l'Elysée pour parler sécurité en Ukraine et conférence après la conférence de Munich. L'objectif, tirer les conséquences du choix américain de négocier avec Vladimir Poutine. L'Elysée a confirmé en plus un échange ce matin entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Alors parlons vrai, est-ce qu'une défense européenne peut exister tant que l'OTAN perdurera? Et à cette question, les menaces de J.D. Vance doivent-elles provoquer la création d'une défense européenne? Vous dites non à 81%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et pour nous éclairer sur le sujet, le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre. Monsieur général, merci d'avoir accepté notre invitation. Tour de table d'abord avec Philippe Bilger. On peut rêver d'une défense européenne, mais il me semble que ça n'est pas le seul moyen qu'avait l'Europe pour affirmer son identité, notamment face à Donald Trump et à Vladimir Poutine. Je crains que la défense européenne aujourd'hui soit confrontée aux mêmes difficultés, quoique sur un registre différent que la CED à l'époque. Comment imaginer... C'était la communauté européenne de défense pour les auditeurs sous la 4e République. Comment imaginer une défense européenne avec des pratiques et des visions aussi différentes? Mais me semble-t-il, même sans défense européenne, il y a quelque chose qui apparaît aujourd'hui extrêmement choquant, c'est le fait que presque avec un sentiment d'apitoiement pour ce président Zelensky, le fait qu'on est en train de passer par perte et profit les 3 ans de la résistance de l'Ukraine face à la Russie, et que j'ai presque l'impression qu'en réalité Donald Trump est prêt à consentir pour tenir sa promesse un peu rapide à l'abandon total de ce que l'Ukraine devrait mériter. Françoise Degois. Donald Trump veut une paix russe. C'est évident que c'est ce qu'il veut offrir. Et il est hors de question que les Européens lui laissent offrir une paix russe. Moi, je veux bien qu'on considère que c'est impossible, mais je crois qu'il faut... La question n'est pas de savoir est-ce qu'il est impossible ou pas d'avoir une armée européenne. Il faut une armée européenne. On rentre dans un moment, un temps extrêmement dangereux. Moi, je pense qu'on est face à l'histoire. C'est une bascule véritablement sans précédent. C'est une bascule sans précédent. Nous sommes face à des dérégulateurs agressifs, et qui veulent notre peau. Donc la réalité, je parle de Trump, donc la réalité, c'est que il faut se faire violence, dépasser les antagonismes et y parvenir. Vous croyez une armée européenne? Pas du tout. J'ai pas dit que j'y crois. Si l'armée européenne avait dû exister, elle serait créée depuis longtemps. Les achats des pays, notamment d'avions, de chars, de systèmes lourds, ne sont pas cohérents nécessairement avec les uns, avec les autres. Je parle sous votre autorité, mon général. Et d'autre part, enfin, s'il avait dû y avoir une armée européenne, elle se serait illustrée au début de la guerre en Yougoslavie. Elle aurait permis de défendre nos alliés serbes. Or, nous avons laissé les Américains faire le ménage.
et se battre contre les Chinois en Europe. Donc, je n'y crois pas du tout. Mais concernant la guerre en Ukraine, pardonnez-moi de vous choquer peut-être, mais la guerre en Ukraine est perdue pour les Ukrainiens depuis 2 ans. Les Russes occupent le terrain qu'ils veulent garder in fine, c'est-à-dire le Donbass, mais ils l'occupent depuis 2 ans. Mon général, est-ce que je suis en train de dire une bêtise ? Les Ukrainiens ont pris des territoires. Hein. Vous avez une perception des choses, je n'ai pas exactement la même, mais chacun a le droit de comprendre comme il veut les problèmes. Alors, mon général, faire une défense européenne, une armée européenne, une armée, ça a un chef. Et qui dirige dans ces cas-là ? Ursula von der Leyen ? Alors, je crois qu'il faut poser les problèmes correctement. Moi, je ne sais pas s'il faut une défense européenne, mais enfin, il faut une Europe capable de se défendre. Pour l'instant, la défense européenne reposait sur les Américains. Ça fait 20 ans. Plus même. 20 ans que les Américains, c'est Obama qui parle du pivot stratégique, qui dit « je suis le premier président du Pacifique ». Ça fait 20 ans, c'est la dérive, la grande dérive des continents et on n'y peut rien. L'Amérique avance vers son ouest et se désintéresse de plus en plus pour des questions commerciales. Nous ne sommes plus son premier marché et pour des raisons démographiques, la majorité des Américains aujourd'hui ne sont plus d'ascendance européenne. Donc se désintéressent de l'Europe. Or, aujourd'hui, il y a une rupture du contrat atlantique, si l'on veut. Et l'on ne peut absolument pas être sûr, moi je pense même profondément le contraire, je l'écris depuis 20 ans, que l'Amérique ne viendra plus nous défendre pour les raisons que j'ai invoquées. Alors que faire ? Laisser les chars du président Poutine aller jusqu'à Brest ? Eh bien non. Donc il faut bien créer une force européenne capable de se défendre. Alors je réponds à votre question, bien sûr. Est-il possible d'avoir une armée européenne ? La réponse est non. Parce qu'une armée répond à un chef qui est politique, qui est légitimement politique. Nous n'en avons pas. Donc ça n'est pas le sujet. Il y en aura peut-être une dans 25 ans. Là, on a un problème immédiat à régler. Et c'est pour cela que la réunion d'aujourd'hui est non seulement légitime, mais elle est particulièrement bienvenue. À 27, on n'y arrive pas, parce que vous l'avez dit... Déjà à 3, c'est compliqué. Comment ? Déjà à 3, c'est compliqué. Non, mais c'est très bien. Les visions stratégiques sont différentes. Et politique surtout. Non, mais stratégique. C'est-à-dire qu'il y en a qui pensent à l'Est, l'autre qui pense au Sud, etc. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, moi, je crois peut-être, après-demain, dirons-nous merci au président Trump. Parce qu'il nous pousse à acquérir enfin notre autonomie stratégique qui passe par une autonomie opérationnelle. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est la deuxième chose. Il nous pousse enfin à avoir un directoire pour cette Europe qui, à 27, est incapable de décider. Et j'espère bien que ce soir, cet après-midi, ces grands chefs européens arriveront à trouver un objectif commun et à définir une voie. Pourquoi est-ce que cette guerre est perdue ? Cette guerre est perdue parce que depuis le début de la guerre, les Européens sont incapables de se mettre d'accord sur ce qu'ils attendent de cette guerre. Moi, je suis prof de stratégie. Et la stratégie, ça commence par un objectif commun vers lequel on fait converger des volontés. Or, il n'y a jamais eu d'objectif commun. Donc, on a cru que donner des armes, c'était faire de la stratégie. Ça n'en est pas. On a cru que la morale, c'était de la stratégie. Non. Que l'espoir était une stratégie. Non. Donc, on a été en tactique en permanence et on a été en réaction depuis le début. Absolument. Nous sommes en gestion de crise depuis le début. Et donc, il est bien qu'aujourd'hui, mais bien poussé par la grosse claque que vient de nous donner l'Amérique, on se réveille enfin et se dise, on doit être capable de gérer notre propre destin. Ça, c'est dit. Dans le micro. Vous ne croyez pas que le retour des nations et la relative morosité par rapport à l'Europe telle qu'on l'imaginait comme un idéal va rendre difficile ce qui est nécessaire sur ce plan-là? Alors, je crois que moi je suis européen parce que je suis profondément français et parce que j'adore la France. Mais j'ai bien compris que à l'époque où nous sommes, une puissance moyenne, voire en dessous de moyenne comme la France, et il n'y en a pas d'autres en Europe, de plus grande. Nous sommes incapables, pour de multiples raisons que je peux vous décrire si vous voulez, mais incapables de nous défendre aujourd'hui. Donc, sauver notre civilisation, sauver notre humanisme, sauver tout ce qu'on a créé en Europe, ça passe forcément par la mise en commun, en convergence de nos volontés et notre moyen. Et oui, il faudra admettre de perdre un peu de souveraineté au niveau de chacun des États pour en gagner davantage dans un groupe de nations.
En revanche, je suis d'accord avec vous, l'Europe va mourir. L'Europe actuelle, elle va mourir comme l'ONU va mourir, comme l'OTAN va mourir. Et il faudra réinventer quelque chose qui puisse fonctionner. C'est absolument indispensable. Oui, alors elle va mourir, mais mettons bien pour les gens qui écoutent, c'est-à-dire qu'elle va se modifier, l'ONU ne va pas mourir. C'est ce qu'il vient de dire. Non, l'ONU ne va pas mourir. Je pense mourir. Oui, je sais que vous pensez ça. La SDN est morte. Non, mais écoutez, la SDN, d'accord, mais enfin la SDN, elle a duré moins longtemps que l'ONU. Moi, je ne suis pas, j'ai pas du tout ce discours apocalyptique. Moi, là où je vous rejoins, je trouve que c'est extraordinaire ce qui se passe parce que Emmanuel dit on n'y arrivera pas. Mais justement, c'est dans les moments de crise qu'on est obligé d'y arriver. Et moi, je pense que ce que nous offre Trump, ce que nous offre Musk, ce que nous offre également tout le soutien politique de Musk à tout ce qui est véritablement l'extrême droite, la pire, parce que la FD, c'est pas l'extrême droite d'opérette. Eh bien, moi, je trouve que ça, c'est très important. Et je vous trouve un peu dur avec la France. La France, objectivement, je ne parle pas d'Emmanuel Macron, etc. La France, c'est la plus grande armée de projection de l'Europe. Ok, c'est une puissance moyenne, mais c'est une puissance nucléaire, il n'y en a pas tant que ça. C'est une puissance du Conseil de sécurité de l'ONU, il n'y en a pas tant que ça. Donc il y a quand même, à mon avis, est-ce que je me trompe, un rôle de la France très puissant, beaucoup plus puissant que ce qu'elle n'est en réalité en termes de temps. Je voudrais qu'il me réponde. Vous avez raison. Et la preuve, le président Macron, il le sent bien. Si c'est lui qui organise ça, il sent bien. La France, c'est pas un pays exactement comme les autres. Pas égal. Et le fait d'ailleurs que la Grande-Bretagne, puissance nucléaire, et la France, puissance nucléaire, et armée de projection en Grande-Bretagne, soient ensemble. Alors ne nous trompons pas. L'armée française est une belle armée, mais une armée qui était conçue pour un autre temps, pour aller conduire à l'extérieur de petites opérations dans le temps court. C'est une armée qui n'est pas du tout adaptée à la menace telle qu'elle pourrait surgir. Il faut donc augmenter au minimum les moyens de l'armée française, mais quoi qu'il arrive, nous ne serons pas capables seuls d'opposer. Bien sûr. D'autre part, madame, je ne pense pas avoir un discours apocalyptique, mais je pense que nous sommes enfermés dans un monde qui est mort depuis un certain temps, mais là on s'en rend compte. Et donc il faut nous adapter à ce monde-là. Comprendre que nous étions bien au chaud sous les jupes de l'Amérique, que ce temps-là est terminé. Le Conseil de sécurité est obsolète, on est d'accord. Le Conseil de sécurité, l'ONU, forcément, posez la question au Premier ministre Modi, il vous dira mais qu'est-ce que c'est, aux Brésiliens ou aux Sud-Africains. Il faut changer, je suis d'accord. Bon, l'OTAN ne sortira pas indemne de cette crise. Quant à l'Europe, elle devra profondément évoluer. On part au 0826 300 300. Notre auditeur du jour, Luc, du Perreux-sur-Marne. Alors Luc, vous y croyez, vous, à la défense européenne? Absolument pas, Philippe. C'est vraiment collégial. En général, je suis d'accord avec vous sur certains points. Le premier point est sémantique. Vous dites que vous êtes profondément européen parce que vous êtes profondément français. Moi, je suis profondément anti-européen parce que je suis profondément français. Et il y a plusieurs choses qui sont importantes dans tout ce qu'ont dit vos invités. D'une part, je pense que la France n'est absolument pas capable de se défendre tout seul, parce qu'on s'aperçoit d'une chose, c'est que la défense nucléaire, elle n'est que de principe. Est-ce que Poutine à part en parler, s'est servi du nucléaire pour régler les problèmes qu'il a créés en Ukraine? Non, il ne peut pas, il ne le pourra jamais. Par contre, la France est un nain militaire. Vous le savez comme moi, et mieux que moi. Nous n'avons plus rien. Nous sommes dépendants de tout, même pour les munitions de petit calibre, même pour les fusils mitrailleurs de petit calibre. Nous sommes dépendants de tout. Gaston Reinette, un des meilleurs fabricants de fusils de chasse, a déposé le bilan, alors qu'il aurait suffi que l'État français... Vernet-Caron à Saint-Étienne. Vernet-Caron, excusez-moi. Il aurait suffi que l'État français lui donne un contrat pour qu'il s'en sorte. Ça, c'est une chose. Ça, c'est vrai. Quand vous voyez que 90% du matériel militaire de l'Europe est acheté aux États-Unis, qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, oui, ça va suffire. On va faire réagir le général brièvement parce que ça réagit beaucoup au 0826 300 300. C'est vrai qu'en France, on a abandonné les munitions de petit calibre, les fusils d'assaut, les mitrailleuses. Aujourd'hui, on est totalement dépendant de l'étranger. Nos mitrailleuses viennent de Belgique et nos fusils d'assaut d'Allemagne. Et nos munitions d'un peu partout. Vous avez raison, mais pourquoi? Parce qu'on s'est cru
perpétuellement protégé par les États-Unis et donc on a abandonné cette affaire-là. Moi, vous pouvez lire ce que j'ai écrit depuis des années. Mon livre que j'ai écrit il y a 10 ans qui s'appelle La dernière bataille de France, c'est exactement ça. Nous avons cru et donc nous avons abandonné un certain nombre de choses. Or, la vérité, c'est que l'intérêt est la seule boussole des États et que l'intérêt américain ne se situe plus en Europe. Et donc, tout ça, justement, et votre correspondant, votre auditeur a raison, eh bien, il faut en prendre conscience. Si, comme il l'a dit, l'armée française est une petite armée, alors il faut l'agrandir. Alors il faut réouvrir le service national. C'est absolument indispensable. Il faut nous... Et puis il y a la clause des marchés publics, pardon. Non, parce qu'on a des auditeurs et on a... Pardon. 0826 300 300. Bougez pas, François, j'allais vous appeler Jean-Paul. Jean-Paul qui est avec nous. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Jean-Paul. Oui, bonsoir toute l'équipe. Donc votre émission est toujours aussi intéressante. Merci. Bon, la défense européenne, c'est du baratin, c'est pour amuser les foules et les journalistes. À partir du moment où on voit les différents pays européens qui, au lieu d'acheter du Rafale ou du Gripen en avion de chasse, ont acheté un bombardier furtif américain, le F-35, qui ne marche pas d'ailleurs, qui a toujours au moins 800 problèmes graves qui ne sont pas résolus. La Suisse a acheté du F-35. Est-ce qu'on voit la Suisse aller bombarder Moscou avec ses avions furtifs? Bon, c'est ridicule. Alors, on ne parle pas de l'armement conventionnel où on est au-dessous de tout. Donc l'auditeur précédent l'a bien décrit déjà, oui. Donc il a bien décrit, donc je vais pas revenir dessus. Et puis après, donc comme c'était évoqué, qui dit une armée dit une cohésion au niveau des hommes, au niveau du matériel et quelqu'un qui commande. Donc c'est pas l'ultra corrompu von der Leyen qui va diriger ça. Macron non plus, Macron qui est complètement discrédité et qui est incapable de faire quoi que ce soit. Si c'est se déguiser, mettre des perruques et faire le guignol sur Internet. Mais... On va vous répondre, Jean-Paul, on va faire réagir le général. C'est vrai quand même que les Européens qui ont tous acheté des F-35 massivement, pratiquement jamais de la Rafale à part les Grecs, les Croates et les Serbes, et qui pleurent maintenant après sur l'abandon des Américains, c'est peut-être un peu fort de café. Ils ont raison de pleurer, parce qu'ils ont acheté de l'assurance vie et l'assureur ne veut plus les assurer. Bien sûr, c'est bien pour ça. C'est pour ça qu'on a une rupture complète aujourd'hui, et tout ce qui a été décrit est parfaitement vrai. Par les auditeurs. Par vos deux auditeurs, évidemment. Et donc, il faut changer, comprendre que nous sommes dans un nouveau monde. Je rappelle que la France l'a compris depuis De Gaulle, cette affaire-là. C'est pour ça que nous avons la bombe atomique. De Gaulle a toujours compris que les États-Unis ne se suicideraient pas pour nous. Comme avait dit un sénateur américain, je ne risquerais pas New York ou Los Angeles pour Paris ou Londres. Mais bien sûr. C'est pour ça que c'est l'attitude de tous ces Européens-là qui doit changer. Et j'espère que la claque qui nous était donnée par les Américains va enfin les réveiller. Mais je pense que les choses arrivent. Emmanuel Abramovich, je voulais dire un mot, pardon. Certains rêvent encore d'une armée européenne, mais qui voulez-vous pour la diriger? Les Français avec leurs intérêts propres, leurs endettements et leurs difficultés matérielles, militaires? Vous la voulez diriger par les Allemands, qui sont le premier investisseur en Russie. Donc vous voudriez, comme chef de l'armée européenne, le premier investisseur pour se défendre de son premier marché. Ce n'est pas cohérent. De plus, pour terminer d'une phrase, la position de chef d'une armée européenne tenue par un pays ultra endetté et en difficulté intérieure comme la France n'est pas cohérente. Alors, mon général. Non mais le constat c'est quoi? Le constat de tout le monde ici, c'est on n'a plus d'armée, on n'a plus rien. Oui, moi, sérieusement, on vend des Rafales quand même. Excusez-moi, on a des canons César. Non mais on peut dire aussi ce qui marche. C'est pas ce que j'ai dit, mais j'ai dit ce que vous avez dit. Tout le monde dit, mais bon, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais alors, alors que faut-il faire? Est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on accepte d'être esclave? Soit M. Poutine? Non, on n'abandonne pas. Alors il faut faire quelque chose. Mais au niveau d'une nation, il est impossible aujourd'hui, pour de multiples raisons, parce que le spectre des menaces a grandi, nous ne pouvons pas acheter et fournir l'ensemble. Est-ce que les Français qui aiment la France veulent donner leurs enfants pour qu'ils aillent faire leur service national ou pas? Ça m'étonnerait que ce soit très populaire. Donc il faut bien arriver à trouver un moyen. Et oui, vous avez raison, il n'y aura pas de chef de l'armée européenne, et j'ai dit il n'y aura pas d'armée européenne. Et il y aura donc à un moment donné, comme disait M. Roosevelt, a coalition of the willing, des gens de bonne volonté, des gens qui comprendront qu'ils ont un intérêt commun. C'est ce qui se passe maintenant à l'Élysée. Général, moi j'ai une question, parce que je regarde les pays, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la Pologne, les Pays-Bas, le Danemark. Que fait l'Espagne dans cette réunion?
Écoutez, les pays qui sont là sont les... C'est pas ce qu'on appelle un pays fort, militairement parlant, quand même. Écoutez, les pays qui sont là, à part les Pays-Bas, c'est les pays qui ont au moins 100 000 militaires. Les autres, ils sont très bien, ils ont payé, ils ont aidé l'Ukraine. Mais donc, c'est pas moi qui ai fait cette sélection-là. Oui. Mais d'abord, on remarquera que c'est l'Europe des 6 plus justement l'Espagne qui n'en était pas, plus la Pologne qui n'en était pas. Non, plus la Pologne. C'est intéressant que l'Espagne y soit. Non, mais c'est intéressant. C'est pour ça que je pose la question. Je demande pourquoi ils sont. C'est un pays qui va bien déjà. D'abord, c'est un pays qui va bien, plutôt mieux que la France en termes économiques. Et je crois qu'à un moment donné, il faudra probablement constituer une force pour la déployer quelque part. Les pays qui peuvent vraiment abonder, c'est l'Espagne, c'est l'Italie, c'est l'Allemagne, c'est la France, c'est ces pays-là et la Pologne. Si Tusk revient un peu sur ce qu'il a dit. Mais mon général, une question. On parlait toujours de la relation très spéciale entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Keir Starmer, le Premier ministre, envisage peut-être d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Le Royaume-Uni est l'autre puissance nucléaire en Europe avec la France. Est-ce que quelque part, c'est pas une fracture dans les relations britannico-américaines ? Vous avez parfaitement raison. Au bout de beaucoup trop de temps, les Anglais ont fini par comprendre que les Américains les méprisaient et que quoi qu'il arrive, leur intérêt, c'est pas de revenir vers l'Ouest, mais c'est d'aller vers l'Est. Alors, quand Churchill disait je ferai toujours le choix du grand large, elle me rappelle la première ministre danoise qui disait il y a encore quelque temps, moi je suis beaucoup plus près de Washington que de Bruxelles. C'est elle qui a pris la première claque en leur disant on va vous prendre le Groenland. Donc il faut comprendre là, cette dérive des continents, et l'Angleterre a mis du temps pour le comprendre, mais elle l'a compris. Il y a des moyens juste très concrets en une seconde, et vous le savez, général, il y a des choses qu'on peut changer en Europe très concrètement, notamment la clause des marchés publics pour l'achat des armes. Ça, c'est par exemple un combat politique qu'on peut mener. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça, par exemple? L'engagement total à acheter des armes entre nous, ça, on peut le faire politiquement. Oui. Allez, on peut 20 décider. secondes, Il faut sortir du monde d'hier, comprendre que ce monde est fini et qu'il faut trouver des nouvelles règles pour un monde qui vient et pour régler une crise qui est une crise majeure de l'Europe et de l'Occident. Merci beaucoup, Général Vincent Desportes, d'avoir accepté notre invitation, ancien directeur de l'école de guerre. Et si vous avez envie de vous détendre un petit peu, vous n'êtes pas obligé de partir tout de suite, parce que dans un instant, c'est le qui c'est qui l'a dit. C'est-à-dire que nos politiques disent des choses et il faut reconnaître l'auteur parfois de ces âneries. Alors, un exemple, un élève de Saint-Cyr qui réussit tout, il ne débarque pas aspirant, mais général d'armée directement. Absolument. Vu le niveau du quiz. Vous êtes partant? Vous avez combien d'étoiles? Ça dépend du nombre de manches, c'est toujours pareil. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.